Maintenant, nous allons poursuivre avec une table ronde pour laquelle j'invite à nous rejoindre le professeur Pierre Chansort, qui est professeur d'anatomie et de radiologie à Marseille, mais qui est aussi le responsable informatique de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. C'est une double casquette intéressante dans notre profession. J'appelle aussi le docteur Ternamian, qui est président de l'URPS Rhône-Alpes-Auvergne, donc de l'Organisation des médecins libéraux de cette région, et qui est vice-président de la Fédération nationale des médecins radiologues, donc du syndicat des radiologues libéraux. Et enfin, Monsieur Mathia, qui est le directeur du GCS Télésanté en Lorraine. Pardon. Tout d'abord, est-ce que les trois derniers arrivés ont des commentaires à formuler par rapport aux interventions précédentes ? Juste un commentaire. C'est vrai qu'on a vu trois points de vue très complémentaires. Yves Gandon avec une démarche très ancienne, très intégrée à l'informatique et à l'imagerie, le point de vue de l'informaticien, et puis la vision, je dirais, stratégique générale. Pour être plus pragmatique par rapport à tous ces éléments, les ramener dans un contexte, je pense que, d'abord, premièrement, je pense que sur les techniques disruptives, les radiologues sont probablement les médecins qui sont le plus volontaristes et qui souhaitent naturellement s'engager là-dedans. Et je ne crois pas que pour eux, ça soit un vrai problème en réalité. Le vrai problème, c'est de se trouver et de se positionner dans un jeu qui s'organise et, on vient de le dire, où il faudrait qu'il soit au centre, mais où on ne les met pas naturellement au centre. Parce que on se trouve face à des contraintes générales qui sont, je dirais, les patients, les données, les systèmes d'information. Et quand on regarde les données, on a parlé aujourd'hui des GHT. Eh bien, les GHT, ils rentrent dans le cadre d'une contrainte qui est l'hébergement de données de santé, qui font que pratiquement aucun hôpital, à deux exceptions en France, ne sont capables de stocker légalement l'intégralité des images d'un GHT. Ce qui veut dire qu'ils vont faire appel à des prestataires qui vont sortir l'information et donc la maîtrise devient plus compliquée. Le deuxième élément, c'est que soient mis en place actuellement des briques, je dirais des structures régionales, et bon, ça c'est quelque part intéressant, comme le disait tout à l'heure Yves, mais c'est une instruction officielle de janvier 2017, ça s'appelle les grades, qui vont piloter dans les régions le système d'information et donc en particulier le stockage de l'imagerie, mais dans lequel les radiologues ne sont naturellement pas du tout associés. Ils peuvent l'être, mais ni les médecins ni les radiologues ne font obligatoirement partie de cette structure. Là derrière, au niveau des patients, il y a deux révolutions. La première, c'est la loi Jardé, dont l'application est en cours et finalement assez discutée. La jurisprudence donnera les éléments. Et puis derrière ça, une réglementation européenne qui rentre en application en mai 2018 et dont la maîtrise est très mal connue. La transformation dans les hôpitaux de ce qu'on appelle les RSSI et les SIL dans ce qui seront les Data Protection Officers, les DPO ou les DPD, dans le cadre de la RGPD, qui est la réglementation européenne, et cela, très peu de radiologues sont au courant, et donc finalement, le droit et l'accès aux données est compliqué, avec un droit d'opposition qui pourra se faire a posteriori. Et quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de deux choses. D'une part, de l'apprentissage de fonctionnements qui sont des fonctionnements, je dirais, de la réflexion médicale, mais pour pouvoir construire ces éléments, il faut accéder aux données, et même l'extraction de chiffres nécessaires au traitement introduit des notions de données des patients qui peuvent amener des identifications secondaires, voire des données personnelles masquées même après anonymisation. Puis je prends un dernier point. Vous savez qu'aujourd'hui en France, il y a un travail fait par la DGOS de dématérialisation de la demande d'examen par tous les médecins de ville. Et donc, on est dans un jeu extrêmement important dans lequel les radiologues sont extrêmement très volontaires, mais sont absolument pas associés de façon naturelle à ce jeu. Merci Pierre. Je donne la parole 2 minutes à Pierre-Jean Ternamian qui va peut-être nous développer cette
nécessité de rebondir. C'est difficile d'être, je dirais, ensemble. La radiologie, je fais un constat dans cet amphi, vous êtes nombreux les jeunes, plus jeunes que moi. C'est bien. On est organisé en G4, c'est-à-dire les privés et les publics. L'imagerie est au cœur du système, puisqu'on nous demande notre diagnostic. Je suivrai volontiers et je serai de la même avis que notre confrère américain. On doit être les moteurs, on doit organiser, puisqu'on est l'interface entre le prescripteur et celui qui va ensuite probablement traiter. Ce n'est pas forcément le même d'ailleurs. Donc, il faut être particulièrement vigilant sur cet échange, on va dire, d'informations à partager entre nous. Et des passerelles doivent être faites entre le public et le privé. Et c'est là où on rencontre toute la difficulté à l'organiser. Il y a des expériences qui vous ont été présentées. Le problème, c'est de partager cette expérience. Et ça, c'est pas facile. Alors après, rêver qu'effectivement, on va pouvoir faire une prescription, je dirais, électronique, je rappellerai simplement que ça fait 10 ans qu'on attend de pouvoir faire une deuxième lecture mammographique dématérialisée. On en est encore à afficher des films et prendre une loupe en deuxième lecteur. Donc je crois qu'il faut... Ça avance très très lentement. Des fois, on va beaucoup plus vite souvent que les autres. À nous de les entraîner. C'est nous les locomotives. C'est le message qu'il faut avoir pour vous. Monsieur Mathias. Merci. La question, effectivement, c'est quelle est l'appréciation qu'on avait par rapport aux différentes interventions. Je voudrais rebondir effectivement sur le jeu. Le jeu est assez intéressant si on le résume en fait en 4 étapes, en tout cas ce que j'ai pu entendre. Une première étape, on s'aperçoit effectivement des organisations, j'entends public, privé, radiologue de ville, radiologue effectivement hospitalier. C'est, je pense, le premier débat. J'ai aussi entendu le dernier mot, c'est qu'il faut pouvoir perturber à un moment donné. Voilà, il ne faut pas être perturbé. Alors, c'est vrai qu'il y a des moyens parfois de perturber, en tout cas, il faut mettre les gens autour de la table. Je rebondis également sur, en termes d'organisation, sur ce qui est indiqué sur les groupements régionaux d'appui au développement de la e-santé, ce qui doit soutenir justement les différents professionnels de santé. En tout cas, dans certaines régions, les radiologues sont largement autour de la table et ils ont par ailleurs déjà été les constructeurs en fait de certaines solutions. Donc ça, c'est peut-être effectivement le point pour l'organisation. Il faut bien la lire, la scruter et voir effectivement comment on peut trouver des solutions gagnant-gagnant. Et c'est fondamental. Sans organisation, on peut effectivement toujours avoir de l'innovation. L'innovation, elle est avant tout organisationnelle. Premier point. Le deuxième, c'est du numérique. Le numérique, effectivement, aujourd'hui, nous abonde, quel que soit effectivement le niveau aujourd'hui, objets connectés. On nous parle en fait d'une multitude de choses. On se pose des questions même existentielles. C'est est-ce qu'on va être effectivement un homme suréquipé, surnumérisé? On ne le sait pas. On sait par contre une chose, c'est qu'il y a des préalables. Il y a des éléments de socle. En tout cas, pour les spécialistes du numérique, on ne fait pas aujourd'hui n'importe quoi. On a parlé, on a entendu effectivement tout à l'heure des principes de corrélation d'identité. Si on veut fédérer sur une même personne une imagerie, une biologie, un parcours de soins, le minimum c'est d'être toujours sur la même personne et pas avoir des personnes qui se prennent un petit peu les pieds dans le tapis après. Donc c'est effectivement fondamental. Il y a une autre chose également, la technologie elle doit permettre de fluidifier en fait les choses. C'est ce qu'on appelle effectivement les flux. Si on demande à un radiologue de ressaisir en fait une multitude de choses dans son environnement X, Y, Z, voire parfois effectivement des applications, je pense qu'on sera effectivement à côté de la plaque, et on n'aura pas gagné en efficience. Donc ça c'est fondamental et il faut poser des éléments de socle fondamentaux sur les éléments effectivement numériques, des choses simples, des annuaires, des corrélations d'identité, le fait effectivement de pouvoir partager. Partager, ça veut dire aussi, je l'ai bien entendu, le consentement du patient. Le cœur, c'est le patient. Le patient, comment assurer sa prise en charge et comment apprécier, engager en fait sa prise en charge pour que lui, en fait, soit en totale connaissance de cause. Il y a effectivement ce qu'on appelle le consentement. Le consentement, il a fait l'objet effectivement de quelques modifications récentes dans la loi de santé. Il s'agit maintenant de bien l'interpréter, de le poser. Ça veut dire aussi que le numérique doit embarquer ce consentement. Le consentement, il peut valoir pour un moment donné un professionnel, un autre, pas certain, peut-être pas la totalité de l'équipe de soins. Donc ça aussi, c'est des réflexions et c'est le troisième axe. Il faut vraiment être très vigilant, peut-être faire intervenir effectivement les patients, en tout cas les associations de patients. Et le dernier, j'en prendrai effectivement là également, professeur Lexard, tout ça, c'est dans un modèle économique. Le modèle économique, il n'existe pas. Et le modèle économique, on le sait, il va être très gourmand financièrement. Parce que quand on parle d'IA, d'intelligence artificielle, ce serait effectivement assez sympathique d'avoir aujourd'hui une machine qui nous dit bah, c'est bien une fracture du fémur, je ne suis pas médecin, hein, fracture du fémur, je ne sais pas, position 3/3, je ne sais pas quoi. Sans doute demain, effectivement, ça le permettra. Par contre, pour acquérir en fait ces technologies, il faut énormément de moyens.
Donc il y a des nouveaux modèles économiques qui se mettent en place, on le voit, sur un parcours qui paye, aujourd'hui l'assurance maladie. Quels sont les acteurs effectivement qui vont financer ces parcours? Quels sont les acteurs qui vont financer en fait cette intelligence artificielle? Une raison de plus effectivement pour revenir à mon point de départ, c'est qu'il faut effectivement des organisations. Et puis un mot que j'ai entendu effectivement tout à l'heure du docteur Boyer, c'est avant tout il faut la confiance. Avec la confiance effectivement dans un système, qu'on soit perturbateur ou pas, en tout cas c'est cette confiance qui fera qu'on pourra construire en tout cas répondre en tout cas aux enjeux de demain et pouvoir intégrer effectivement ces éléments d'innovation. Merci. Merci beaucoup. Il nous reste 2-3 minutes pour recevoir les questions de la salle. Si certains d'entre vous avaient des commentaires ou des interrogations, n'hésitez pas, approchez-vous des micros. Excusez-moi, allez-y. Oui, j'avais une question, puisque dans la plupart des régions, on est parti sur des systèmes de VNA qui ont des coûts très élevés, hein, ça a été abordé. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions qui viseraient simplement à changer les normes HIE de tous les systèmes au sein des établissements, de manière justement à avoir un système plus souple, une sorte de métamoteur? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus? C'est vrai que le privé souvent ne s'investit pas en fait dans les PACS régionaux souvent, et peut-être que c'est aussi une question de coût. Donc est-ce qu'il y a d'autres solutions qui sont abordées ou étudiées? Alors si je vous entends bien, 2 idées. La norme actuelle est-elle trop complexe? Et ensuite, qui finance? Qui veut bien répondre sur la norme? Au-delà des normes, en fait, on s'aperçoit que les architectures sont assez particulières. En tout cas, pour l'architecture aujourd'hui Lorraine, qui est en phase d'extension Grand Est, l'architecture est simple. On a ce qu'on appelle, malheureusement, un PACS en fait régional. En tout cas, on a la possibilité d'avoir une archive régionale. Donc une archive, c'est-à-dire on dépose effectivement examen, compte rendu et imagerie. Mais d'un autre côté, dans l'approche en fait qu'a eu cette région, c'est considéré qu'on avait également des acquis en fait dans des territoires, sur des établissements notamment comme des centres hospitaliers, enfin des établissements sanitaires. Et on est entré sur une démarche en fait qui était peut-être plus efficiente. On considère, comme l'a évoqué tout à l'heure Jacques Hubert, qui lui est enclenché du fait effectivement de son GHT dans une VNA. On a en fait au-dessus de la VNA, et vous le voyez effectivement sur la slide qu'il a montré, il y a quelque chose qui s'appelle en fait médial, qui est en fait la possibilité d'avoir une archive régionale. En tout cas, c'est le sens en fait médial porte le partage en fait d'imagerie et d'examen. Et derrière, il y a la possibilité d'avoir ce qu'on appelle en fait des dépôts tiers, donc une architecture éclatée, ce qui est assez pertinent et ce qui permet également d'amortir effectivement des coûts. Sur les coûts, il faut bien comprendre, soit on a un système, on va dire, régional, et certaines régions ont fait l'effort, ou certains grands GHT, soit on se retrouve dans une situation, par exemple, comme en Nora ou en Grande-Aquitaine, où on fait plutôt actuellement le choix de relier les PACS entre eux, de manière à avoir un serveur d'interopérabilité entre nous. Sur le financement, il est assez simple. Il y a 3 acteurs principaux. Les conseils régionaux. On peut aller voir un conseil régional pour de l'investissement, pas pour du fonctionnement, ça c'est clair. Mais de l'investissement, les conseils régionaux sont capables d'aider. Ils ont financé très largement le réseau numérique des établissements d'éducation. Ils peuvent demain s'impliquer un peu plus dans la santé. Ensuite, on a maintenant ce fameux article 51 qui permettra de faire un certain nombre d'expérimentations et de passer à la marge par rapport à la règle actuelle. Après, il y a les fonds FIR. Attention sur les fonds FIR des agences régionales de santé, puisque c'est des expérimentations, et la France est la championne du monde pour faire des expérimentations qui ne débouchent sur rien. Et après, la même équipe ou une autre équipe va reproduire le schéma en disant « Ah, j'ai une nouvelle idée », et de nouveau, on va claquer 2-3 millions. Je peux vous en citer des exemples à l'appel sur ce genre-là. Donc ça, il faut absolument éviter. Puis il y a un 4e élément qui peut jouer en financeur, c'est l'Europe. L'Europe, c'est une puissance énorme. Nous, en Nora, on a développé le réseau santé professionnel, on a développé le carnet de vaccination électronique. La Commission européenne s'y intéresse. Et là, c'est des fonds qui sont énormes parce que ça peut toucher, mais alors vraiment la totalité du paysage européen. Donc vous avez plusieurs acteurs qui sont financeurs. Après, vous avez aussi des actions au niveau directement de la DGS et de la DGOS, ou la CNAM. La CNAM va financer, par exemple, un faux tabac service, c'est 30 millions d'euros par an.
Après, si vous avez aussi une campagne de financement du tabac parce qu'on a laissé apparaître le nom des fabricants tout petit sur un tabac neutre, eh bien, ça représentait quand même, pour l'État français, un chèque, on va dire, de 130 millions qui vont réinjecter, on l'espère, dans des campagnes anti-tabac pour laisser les gens fumer. Juste deux remarques par rapport à cette question, qui est une très bonne question. La première, c'est qu'effectivement, le patient, il n'est ni privé ni public. Le financement de la santé en France, elle n'est ni privée ni publique. Elle est publique sur des prélèvements et redistribuée dans différents fonctionnements. Donc la question à qui appartient la production d'images en particulier, c'est une vraie question et qui va ressurgir très vite. La vraie question, c'est que le patient, il a un parcours qui est le parcours de la vraie vie. Elle est ni privée ni publique. Il va dans un hôpital, dans une clinique, et il faut avoir accès à l'information. C'est ce qu'a dit Yves Gandon tout à l'heure. La vraie question, c'est qu'il faut avoir une politique dessus. Ça peut être celle, comme ça a été décrit, de différents modèles, ou des PACS connectés, ou des VNA. Attention, entre PACS et VNA, c'est qu'il y a d'une part, mélangé dans le PACS, c'est aujourd'hui en train d'être séparé, l'outil du radiologue pour visualiser, avec ses préférences, et le stockage. Et donc, la vraie question, c'est comment on organise pour que ça communique dans une région qui est probablement le modèle géographique dans lequel le patient circule. Mais la question que vous posez sur le modèle de stockage, c'est déjà le coup d'après, parce qu'effectivement, on est sur une VNA centrale ou différentes VNA connectées entre elles. Mais quand on regarde bien les modèles de stockage informatique les plus récents, et en France, il y a un leader qui s'est développé, qui s'appelle Scality, qui est sur la base de modèles du stockage de Google. On se rend bien compte que le stockage n'est plus unitaire, mais dispersé, et cette dispersion consolide et diminue le modèle financier. Mais alors ça, c'est le coup d'après. Mais alors là, si vous parlez de ça à nos responsables, je pense qu'ils sont très loin de l'avoir compris. Oui, en fait, vous êtes en train de dire qu'on pourrait faire comme Internet, c'est-à-dire avoir des serveurs. Les serveurs web seraient les serveurs d'établissement et on aurait un méta-serveur qui serait Google quelque part, Google Santé, que moi j'ai appelé Cloud Santé. Oui, alors on a quand même quelques petits problèmes un petit peu différents par rapport aux informations qui sont sur l'Internet, c'est qu'il y a des problèmes de sécurité, de confidentialité, de vérification de droit d'accès et tout ça. Et là, je pense que c'est ça qui empêche ce modèle qui, par ailleurs, a montré quand même sa performance. Donc peut-être qu'on pourrait travailler sur ce type de modèle, mais en analysant purement les aspects de sensibilité des données et trouver des méthodes un petit peu intermédiaires. Pourquoi pas ? Oui, sur l'idée du modèle économique, où globalement, effectivement, depuis un certain nombre d'années, les systèmes d'information ont l'étiquette de coûter cher. Voilà, on dit l'informatique coûte cher sans avoir réellement une rentabilité visible. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on imagine des solutions de type PACS ou partagé, ce qui est peut-être le plus intelligent économiquement, et peut-être des solutions de partage de type VNA ou autre. La difficulté, elle est que globalement, les méthodes de travail restent les mêmes avec des outils qui technologiquement sont plus avancés. Donc globalement, effectivement, il y a un effet ciseau et on ne voit pas la rentabilité. La rentabilité, elle est sur le coup d'après, c'est-à-dire la valorisation de la donnée. Et si on n'intègre pas dans notre démarche ce qui est en fait toute l'essence même de la capitalisation du maître des entrepôts, parce que je vais avoir de la donnée structurée, non structurée, effectivement, on ne voit pas le modèle économique. Donc je dirais, soyons vigilants à ne pas reproduire ce que nous faisons habituellement avec des outils simplement plus modernes, en n'utilisant pas en fait toutes les potentialités de ces outils. Aujourd'hui, je crois qu'on fait parfois fausse route. Merci, mais ce sera le mot de la fin parce que le sujet est passionnant, mais l'heure tourne. Je voudrais simplement terminer en disant à tous nos jeunes collègues, manipulateurs les plus jeunes, les radiologues les plus jeunes, qu'il ne faut pas avoir peur. Toute l'histoire de la radiologie est jalonnée de ruptures. Et chaque fois, ça dérange un peu les plus vieux, et c'est peut-être l'occasion pour les plus jeunes d'émerger. Monsieur Lexa, tout à l'heure, nous a expliqué, nous a rappelé qu'avec Noam Chomsky, c'était l'optimisme qui est une stratégie pour préparer l'avenir. Ne soyez pas inquiets, tout ce qui est difficile est passionnant. Bonne matinée.